Voilà, alors là c'est carrément un sujet de philosophie, il faudrait quelques jours pour y répondre. J'avoue que je me pose pas toujours cette question. L'humour c'est pas une question de limite, c'est pas quelque chose qui est borné, c'est pas une recette de cuisine qu'il faut suivre à la lettre. Je prends volontairement la métaphore de la cuisine parce que la cuisine on peut faire pas mal de plats, même compliqués, en suivant une recette point par point. L'humour ça joue avec tellement de paramètres. Il faut de la culture, il faut du respect de la personne en face, il faut comprendre quelles sont les mécaniques humoristiques qui vont déclencher le rire, selon les époques, selon les cultures, selon les endroits, ça marche ou ça marche pas. C'est pas pour rien que quand on écrit des textes qui se veulent humoristiques, que ce soit pour du spectacle ou de la bande dessinée ou du film, c'est des choses qu'on répète, qu'on affine, qu'on teste et qu'on recommence jusqu'à ce qu'on sente que ça touche au bon endroit. Et finalement, c'est une bonne blague, un bon dialogue ou une bonne scène humoristique, elle est lâchée dans la nature une fois qu'on sait qu'elle va taper juste. Donc oui, elle a des limites qu'on s'impose à nous-mêmes en fonction de ce qu'on espère provoquer comme effet. Il y a la phrase célèbre qui dit « on peut rire de tout mais pas avec tout le monde ». Ça ne veut pas dire qu'on peut faire de l'humour avec n'importe quel sujet, sauf qu'on ne peut pas en faire avec les gens qu'on considérerait comme pas assez intelligents ou un peu débiles. Pour comprendre, c'est plutôt que selon les personnes à qui on s'adresse, on ne va pas le faire le même genre d'humour. Ce qui fait que je pourrais faire des blagues, raconter des âneries sur des sujets très durs avec certaines personnes, mais avec des gens qui sont concernés ou qui viennent de vivre un drame, évidemment non, on ne va pas le faire maintenant. Le but c'est de faire rire les gens. C'est pas de les traumatiser, c'est pas de les blesser ou des choses comme ça. Donc je choisis mon public. Cette question de savoir quelles sont les limites de l'humour, c'est extrêmement compliqué de répondre parce que ça demande un fort développement, on va dire. Ah oui, alors moi j'ai une particularité, c'est que je suis scénariste, je ne dessine pas, enfin, je gribouille pour des dédicaces, mais je ne suis pas dessinateur. Mais j'ai quand même eu la chance d'avoir été invité assez régulièrement en festival parce que j'ai commencé ma carrière avec mon frère qui est dessinateur et ma belle-sœur qui est coloriste, et le côté famille nous a permis d'être invités à pas mal d'endroits et notamment de profiter de quelques festivals un peu particuliers, et comme ça j'ai pu être invité pendant une semaine prolongée à La Réunion. Une autre île, un peu plus grande, où là vraiment oui, c'était pendant 10 jours à se promener à travers toute l'île avec un festival très chouette. Bon, on n'en parle pas trop parce qu'on a des jaloux, on a des copains qui me disent « pourquoi c'est toi ?» Et moi je profite. Et puis il y a un autre festival aussi qui était vraiment chouette, malheureusement il n'existe plus. C'est un festival qui se passait dans une station de ski qui s'appelle Les Saisies, à côté de Arèche-Beaufort, où là aussi c'était une semaine sur les pistes, entre auteurs, avec un festival très familial, très populaire et vraiment chouette. Donc ouais, il y a quelques endroits comme ça qui sont assez sympas. Alors, il y en a d'autres, hein, certainement, je ne les connais pas tous. J'espère en connaître d'autres. J'aime bien en fait réfléchir à ces notions parce que souvent on fait sans trop savoir ce qu'on fait précisément. J'aime le comique de dialogue, beaucoup. Pour moi, un de mes maîtres là-dedans, c'est Alexandre Astier dans la série Kaamelott. C'est vraiment le type de punchline qui sait placer au bon endroit avec la bonne rythmique. Je me suis retrouvé dans son travail. Et surtout, il m'a permis de mieux analyser ma manière de le faire, parce qu'Alexandre Astier est non seulement scénariste, réalisateur, mais il est surtout musicien, et qu'il gère les dialogues, il gère la rythmique de ces dialogues comme il gérerait une mélodie, une musique. Et ça m'a permis de mieux comprendre comment moi j'écris du dialogue, en répétant les dialogues dans la tête, pour que justement il y ait une rythmique qui s'installe, il y ait des respirations, il y a une mélodie, il y a des choses. Voilà, ça c'est quelque chose de très important pour moi. Et puis il y a aussi, mais ça dépend de la personne avec qui je travaille. Et notamment quand je travaille avec mon frère est un dessinateur du mouvement. C'est pas un dessinateur des expressions de visage complexes. Chaque fois que je lui demandais de dessiner un copain, une copine dans nos BD, il avait du mal à faire en sorte que ça lui ressemble. Par contre, le mouvement, c'est quelque chose de très important et ça nous a permis de travailler sur du comique de situation, du comique de casse-gueule. L'inspiration principale pour notre série qui s'appelle Lincoln, c'était Buster Keaton, c'était Gaston Lagaffe. Et Franquin est pour moi un immense maître là-dedans, c'est-à-dire la manière dont il prépare l'accident, la peau de banane qui va faire rire est très fort. Hergé était très fort aussi là-dedans, dans la manière de travailler le langage de la bande dessinée, les ellipses, pour provoquer des effets comiques. Voilà, c'est les deux choses qui me touchent particulièrement.
Le début de l'acte de création, notamment quand je dois travailler sur un projet de fiction où je dois trouver une idée par moi-même, c'est très intuitif. Je le laisse venir, je réfléchis à plein de trucs, j'ai des carnets où je note des centaines de choses, des idées, des envies, etc. Et surtout j'observe. C'est toujours dans le réel que je vais trouver les thématiques, les questions qui m'intéressent, les problématiques que j'ai envie d'aborder, parce que pour moi, n'importe quel scénario que j'écris, c'est d'abord un sujet que j'ai envie d'explorer. Quelque chose où je me sens un peu idiot, où j'ai envie de creuser un petit peu l'affaire. Et je laisse venir les choses. Donc le début est très bordélique, ça part un peu dans tous les sens. Je fais un peu comme Dumbledore dans Harry Potter, c'est-à-dire que quand il a trop d'idées qui tournent dans sa tête, il va utiliser la pancine, c'est-à-dire avec sa baguette, il va sortir les idées de sa tête et les mettre dans des flacons. Ben, je fais pareil, je sors mes idées de ma tête, je les mets dans des carnets. Et au bout d'un moment, il y a un scénario qui commence à se dessiner. C'est-à-dire que dans toutes les idées là, je dis ok, j'ai envie de creuser là-dedans. Et là, il faut être très méthodique. Il y a besoin déjà d'une première étape qui consiste à aller se documenter. Comme je le disais, les thématiques que j'aborde sont des thématiques souvent qui me posent question, en face desquelles je me sens un peu idiot. Et donc j'ai envie de creuser, de comprendre, d'aller dans la complexité, donc je me documente beaucoup. Ça peut durer plusieurs mois souvent. Et ensuite, je dois ranger tout ça et hiérarchiser cette information pour trouver une chronologie, un ordre dans lequel je vais développer les idées, pour les poser. Très vite, dès le début, il faut que je sache qui va dessiner. Je n'écris jamais de scénario sans savoir qui va dessiner. J'écris pour quelqu'un, toujours, parce que les personnes avec qui je travaille ont chacune un langage personnel, une manière de dessiner et de mettre en scène qui leur est complètement spécifique. Et je ne peux pas écrire un scénario si je ne connais pas le langage de mon collaborateur ou de ma collaboratrice. Ça va avoir beaucoup d'influence sur ma manière de penser une histoire. Et après, oui, là, on travaille avec des mécaniques scénaristiques, des méthodes. C'est-à-dire que j'ai appris ces choses-là dans des bouquins, par l'expérience, par mes études en scénario de cinéma ou des choses comme ça. Et c'est ça que je convoque pour m'aider à ranger ma chambre, parce que c'est trop le foutoir, voilà, pour arriver à organiser tout ça. Donc c'est un peu des deux, ouais. Mais c'est pas complètement de l'intuition au début et c'est pas complètement de la méthodologie après. Et c'est des allers-retours permanents. Il y a toujours besoin de se mettre dans des états mentaux particuliers quand on écrit. C'est proche de la transe parfois. Je suis pas avec des tambours à baver, à faire n'importe quoi. Hein. Mais il y a des phases d'écriture où je ne peux écrire que le soir, tard, quand je suis seul à la maison, que ma femme est couchée, que je suis tranquille, que mon téléphone est débranché. Et je peux me mettre dans des états d'écriture où j'ai besoin de me lever, de marcher, de mobiliser mon corps, etc. pour me rasseoir, écrire, recommencer. Voilà, il y a des états mentaux particuliers. Ça dépend des phases. Quand on est sur la recherche de l'idée, ça demande une énergie mentale, psychologique très importante. Quand je suis sur la fin, c'est-à-dire je reprends l'histoire et j'écris les dialogues pour fignoler un petit peu certaines scènes. Là, je peux être beaucoup plus détendu. Tiens, bonjour chat. C'est bien les visiteurs ici. Et donc, voilà, c'est un petit peu tout ça en même temps. C'est une drôle de cuisine.